Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Pour celles qui ne nous connaîtraient pas encore, Rose Up est une association qui accompagne, informe et défend les droits des femmes qui sont touchées par tout type de cancer. J'insiste sur tout type de cancer. Ce n'est pas seulement cancer du sein, contrairement à ce que notre nom peut laisser suggérer. Donc on vous informe via le Rose Magazine. Voilà, le dernier exemplaire, qui paraît 2 fois par an, que vous pouvez retrouver directement dans vos centres d'oncologie, mais également vous pouvez le recevoir directement chez vous si vous êtes adhérente à l'association. Nous vous accompagnons via nos maisons Rose Up. Alors nous avons 2 maisons physiques, une à Paris et une à Bordeaux. Et pour celles qui n'habitent pas ces grandes villes, nous vous proposons aussi des ateliers et des webinaires en ligne comme celui d'aujourd'hui. Et enfin, nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Nous avons notamment œuvré pour que le droit à l'oubli soit réduit à 5 ans et nous œuvrons également régulièrement pour que votre reste à charge soit réduit. On sait que c'est vraiment une de vos préoccupations premières quand vous êtes atteinte de cancer. Pour mener ces 3 missions, évidemment, nous avons besoin de vous. Donc, pour soutenir nos missions, vous pouvez adhérer à l'association. C'est 30 € par an. Donc, vous recevez directement le magazine chez vous. Vous avez accès à tous les ateliers qui sont proposés par nos maisons Rose Up. Et puis surtout, vous nous aidez à déposer des plaidoyers auprès des instances publiques. J'en profite aussi, on a développé une application Rose App qui vous permet aussi de faciliter vos échanges avec vos proches tout au long de votre parcours de soins. Voilà, j'ai fini avec l'introduction de l'association. Je vais me présenter, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et rédactrice en chef du site internet rose-up.fr, parce que j'ai oublié de le préciser, mais tous les articles qui sont dans le magazine sont, et vous pouvez les retrouver sur notre site internet, et il est également mis à jour très régulièrement avec des actualités, notamment là il y a eu le congrès international de l'ASCO, où on vous a fait des petits bilans sur les dernières annonces concernant les nouveaux traitements. Donc n'hésitez pas à aller consulter notre site internet rose-up.fr. Voilà, alors entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'immunothérapie et pour cela, j'ai avec moi le professeur Marabel. Je vais vous laisser vous présenter du coup. Ok, merci, vous m'entendez bien? Oui, très bien, parfait. Donc Aurélien Marabel, moi je travaille à Gustave Roussy dans le département qui s'appelle le DITEP, ça veut dire département d'innovation thérapeutique et des essais précoces. C'est un département où on fait de la recherche clinique, c'est-à-dire que tous les patients qu'on traite sont des patients qui sont dans des essais et on développe des nouveaux médicaments. Donc c'est les premières étapes de développement des médicaments, les phases 1 on appelle ça, avant la phase 2 et la phase 3 d'enregistrement. Donc on teste beaucoup de différentes sortes de médicaments et moi mon expertise elle est vraiment dans l'immunothérapie des cancers et j'ai pas d'expertise d'un cancer en particulier, je traite tous les cancers mais par contre je fais que de l'immunothérapie. Et en parallèle de cette activité clinique, j'ai un laboratoire de recherche translationnelle à Gustave Roussy où on fait de la recherche à partir des échantillons qui sont prélevés chez les patients pour essayer de comprendre pourquoi certains patients répondent à l'immunothérapie et d'autres ne répondent pas. Très bien, bah, ça va être une des questions d'ailleurs qu'on va aborder pendant ce webinaire. Ouais. Alors, justement, sous ce nom immunothérapie, il se cache beaucoup de traitements finalement. Quel est le principe de l'immunothérapie? Comment ça fonctionne? Alors, j'ai préparé quelques slides pour essayer d'aborder ça. Eh ben, Et comme ça, peut-être commencer par expliquer et après, on peut-être en rentrer dans les questions-réponses pour oui, essayer d'expliquer parce qu'en fait, quand on dit immunothérapie, j'ai pas le partage d'écran, par contre, si vous pouvez me alors, passer. attendez, il faut que Euh, je l'autorise. Normalement, ça devrait être bon. Parce que, en fait, il n'y a pas une immunothérapie des cancers, il y a des immunothérapies des cancers. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre dans les subtilités des différentes immunothérapies qu'on utilise. Est-ce que vous voyez mes slides en plein Oui, tout à écran? fait. Alors, là, c'est passé en plein écran. En plein écran, oui. Là, vous l'avez en plein écran? Ok, Oui, super. Et je vais avoir mon pointeur qui devrait apparaître là aussi. Super. Donc, déjà, juste pour se rendre compte où est-ce qu'on se situe aujourd'hui dans le temps, je vous fais le récap, hein, comme dans Netflix, hein, quand vous commencez votre film, le récap des épisodes précédents. Il faut réaliser que les innovations en cancérologie, en fait, s'accélèrent. C'est-à-dire que on a mis plusieurs centaines d'années à avoir une stratégie de chirurgie en cancérologie qui soit structurée. Ensuite, on a mis 50 ans à avoir la radiothérapie développée et vraiment utilisable. Ensuite, on a mis 40 ans pour avoir les chimiothérapies de façon aussi disponible, bien structurée. Ensuite, on a mis 30 ans pour les thérapies ciblées.
Et en réalité, quand vous regardez aujourd'hui, les choses s'accélèrent puisque en 2010 sont arrivées les premières immunothérapies qui fonctionnent chez les patients. Il y avait d'autres immunothérapies qui avaient été testées par le passé mais qui marchaient pas bien. Mais les anti-checkpoint, hein, qu'on a vraiment eu en 2010, ça a commencé là. Et là, vous voyez qu'on regarde les nouvelles commercialisation des nouvelles immunothérapies. Donc 2011 pour les premiers anti-checkpoints, 2014 pour les bispécifiques T-cell engagers, 2015 pour les virus oncolytiques, 2017 pour les CAR T-cells, 2022 pour les bispécifiques et les TCR T-cells, et 2024 on a eu les cytokines et les TILs. Oui, là on est sur des natures de l'immunothérapie qui sont très différentes, Mm. et je vais essayer de vous expliquer les différences entre ces mécanismes d'action. Donc la complexité, c'est que les innovations, elles n'arrivent pas toutes de la même façon et sur les mêmes types de cancers. Donc, il faut réaliser que la cancérologie, en fait, c'est une diversité de plein de cancers différents. Et il faut imaginer que vous êtes comme sur une table de mixage d'un ingénieur du son, vous avez tous ces boutons qui sont en parallèle. Et donc, on a des avancées qui ne sont pas homogènes. On a des avancées qui vont être très grandes sur un type de cancer pendant un temps donné. Et en fait, cette preuve de concept qui va être faite dans un cancer va pouvoir après se décliner sur les autres cancers, mais ça va prendre du temps. Typiquement, les anti-checkpoints, ça a commencé dans le mélanome, Oui. mais ça a mis énormément de temps pour arriver dans le cancer du sein, par exemple. Là, par exemple, récemment, on a fait des sauts très importants dans les bispécifiques, notamment dans les traitements des myélomes, cancer du sang. Et là, on est en train pareil, de ruisseler sur les autres indications. Ça prend du temps. Et c'est pas les mêmes cibles forcément. Donc ça, c'est juste pour vous dire que voilà, ça s'accélère. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais ça se complexifie aussi. Donc si on reprend à partir de 2011, donc l'arrivée des anti-checkpoints, il faut comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est arrivé à cette innovation thérapeutique. En fait, historiquement, depuis les années 60-70, on avait une vision du rôle du système immunitaire qui était assez limitée. On pensait que le système immunitaire, donc les globules blancs du sang, quand vous faites votre prise de sang, vous savez, des globules blancs, hein, globules rouges, globules blancs et plaquettes. Donc, dans les globules blancs, il y a différents sous-types de populations immunitaires. Vous voyez dans votre prise de sang, on voit les polynucléaires neutrophiles, les eosinophiles, les lymphocytes, les monocytes. Et en fait, on avait une vision assez simpliste dans le sens où on pensait que ce système immunitaire avait un rôle uniquement favorable et qu'il avait un rôle pour prévenir l'apparition du cancer en disant on produit probablement des cellules cancéreuses tous les jours et elles sont éliminées par le système immunitaire. Et donc un rôle plutôt positif, mais qu'une fois que le cancer était arrivé, c'était trop tard et qu'il n'y avait plus tellement de rôle pour le système immunitaire. C'était ça qui était conçu. On avait du coup des stratégies thérapeutiques qui étaient adaptées à ça et la vision du cancer historique, c'est de dire bah, le problème du cancer, c'est la cellule cancéreuse, il faut faire des traitements pour détruire la cellule cancéreuse. Et ça a été un dogme qui a été solide et qui est toujours en vigueur d'ailleurs, en partie. Mais c'était en tout cas la vision qu'on avait du cancer et du rôle du système immunitaire. Et en fait, au début des années 2000, on a commencé à faire des descriptions de protéines, de cellules dans le système immunitaire qui avaient un rôle délétère. Et on s'est rendu compte que, en réalité, avec les cellules cancéreuses dans la tumeur, on a des sous-types de lymphocytes et des sous-types de cellules myéloïdes, comme certains types de macrophages ou de cellules dendritiques. Je suis désolé, mes slides sont en anglais, hein, j'ai pas traduit en français, euh, mais en tout cas, le message, c'est que avec, euh, avec les cellules cancéreuses, on a ces sous-groupes de population immunitaire qui, elles, ont un rôle immunosuppresseur et donc délétère et elles inhibent la réponse immunitaire contre la tumeur. Pourquoi? Parce que la cellule cancéreuse, en fait, c'est une cellule du soi, c'est une cellule de l'organisme. Le cancer, c'est une maladie qui vient de son propre organisme. Et donc, la cellule cancéreuse, elle peut utiliser toutes les voies physiologiques de lutte contre l'auto-immunité. Et donc, elle peut bloquer la réponse immunitaire contre elle-même. Et donc, c'est ce process qui sont en jeu à ce moment-là. Et du coup, avec cette compréhension, cette nouvelle compréhension du rôle dual de l'immunité, est venue l'idée de faire des médicaments non pas dirigés contre la cellule cancéreuse, mais dirigés contre les cellules immunitaires. Et donc, c'est ça, ce changement de paradigme qui s'est passé au début des années 2000, au début en préclinique chez la souris, puis après, à partir des années 2010 chez l'homme, de dire on va faire des médicaments qui ciblent le système immunitaire pour aider le patient à se soigner lui-même contre son cancer. Vous voyez que le changement de paradigme, il est assez révolutionnaire. Parce que quelque part, ça revient à dire que le cancer, c'est une maladie dysimmunitaire euh, avec un excès de tolérance immunitaire, donc l'opposé des maladies auto-immunes, si vous voulez. Mhm. Et qu'en faisant des médicaments dirigés contre des cellules immunitaires, notamment des lymphocytes, on peut réveiller le système immunitaire et lui dire il faut détruire la cellule cancéreuse parce qu'elle se fait passer pour une cellule normale et en fait, elle ne l'est pas. Et donc, juste pour vous expliquer rapidement le principe, c'est le suivant, c'est que pour qu'un lymphocyte T, qui est un sous-groupe de lymphocytes, reconnaisse la cellule cancéreuse ou une cellule présentatrice d'antigène, on a une interaction moléculaire immunosuppressive et du coup, on vient avec des anticorps pour bloquer le frein à l'activation de ce lymphocyte T.
D'accord? C'est-à-dire qu'on on fait de l'immunomodulation, on bloque certains récepteurs pour permettre à ce lymphocyte T d'être pleinement activé contre la cellule tumorale. Donc la preuve de concept de cette approche thérapeutique, elle a été faite d'abord dans les mélanomes métastatiques et on a eu une preuve de concept initiale avec le premier anti-checkpoint qui s'appelle l'anti-CTLA4. Vous avez ici des images de métastases cutanées d'un mélanome, cancer de la peau. Et vous voyez que bah, ce patient-là, il a mis du temps, hein, oui, 12 semaines, 14 semaines, mais que, in fine, il a éliminé entièrement son cancer. Et donc, ce qu'on a appris que cet anticorps, cette première génération d'anticorps anti-STELA4, c'est que la plupart des patients ne répondaient pas. Vous voyez que la courbe de survie globale des patients, elle n'est pas terrible parce que la plupart des patients, en fait, meurent de leur cancer ici. Mais on voit apparaître ici ce qu'on appelle un plateau de survie, c'est-à-dire qu'on a 20% de plateau avec une suivi là qui est longue, hein. On a plus de 10 ans quasiment. On a 10 ans ici, et on a un plateau à 20%. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que avec ce médicament, avec juste l'injection de ce médicament, 4 injections d'un anticorps anti-STELA4, on a montré dans le début des années 2010 qu'on pouvait guérir un mélanome métastatique sur 4, sur 5, pardon, à 20%. Et donc, ça, c'était une première preuve de concept que faut avoir en tête que le mélanome métastatique, c'était une maladie où on n'avait rien qui fonctionnait, ni la chimiothérapie, ni la radiothérapie, et la chirurgie n'était pas suffisante quand c'était métastatique. Donc, c'était une preuve de concept qui est intéressante, c'est de dire, oui, on est capable d'avoir un médicament qui fonctionne, mais non seulement il fonctionne, mais il est capable de guérir un cancer métastatique. Et donc, ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau et d'interpellant, mais c'était limité à ce moment-là au mélanome, cancer de la peau, avant que ça intéresse les autres. Et puis après, on a eu tout de suite après les anticorps anti-PD1, anti-PDL1. Et donc là, je donne des exemples. Ici, vous avez une coupe de scanner du poumon, d'un cancer du poumon traité avec un anti-PDL1. Et donc là, pareil, l'idée, c'est de venir bloquer un récepteur inhibiteur, le PDL1 et le PDL1 qui interagissent ensemble. Et vous voyez que ce patient qui répond très bien à un anti-PDL1, avec sa tumeur qui diminue en taille dans les poumons. Autre exemple ici avec un cancer du rein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais là, je vous montre les limites. Là, c'est une tumeur du rein qui est infiltrante dans la paroi abdominale et qui éclate en fait le rein qui est complètement déformé ici. Et puis il y a une invasion aussi derrière en rétropéritonéale de la tumeur. Et en fait, on voit que ce patient en 6 mois, qui a le traitement en monothérapie anti-PD1, bah, la tumeur, elle a carrément régressé et est quasiment complètement disparu. Et quand on commence maintenant à penser en combinaison, vous avez ici l'exemple dans le mélanome métastatique où on a fait des essais cliniques où on a comparé anti-CTLA4 ici en vert versus anti-PD1 en bleu et la combinaison anti-PD1 anti-STELA4. Et là, on est sur des données de survie globale et vous voyez qu'on a ce plateau de survie qui a plus de 50% maintenant. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, quand vous avez un mélanome métastatique, vous avez plus d'un patient sur deux qui va être guéri par la combinaison anti-PD1 anti-STELA4. Parce qu'on a un plateau ici, on a pas mal de suivi. Allez-y, ouais. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que quand on parle cancer métastatique, en général, on dit que c'est un cancer dont on ne guérit pas, qui est une maladie chronique. Dans Oui, le cas particulier du mélanome, grâce à ces immunothérapies, on arrive à guérir une partie des cancers métastatiques. oui. Et donc, c'est ça Donc, il faut comprendre que ça a commencé par le mélanome, et donc le mélanome a de l'avance sur les autres cancers en termes d'essais cliniques pour démontrer le bénéfice en survie globale. Mais Et donc, vous voyez qu'ici, ouais. on sait pourquoi on a commencé par par le mélanome. Eh ben, c'est une bonne question. En fait, dans le mélanome, historiquement, il n'y avait rien qui marchait, sauf un truc qui était une immunothérapie avec une cytokine qu'on appelle l'interleukine 2. C'était une immunothérapie qui était très toxique. Il y avait beaucoup d'effets indésirables avec ce traitement-là. Et il n'y avait que 10% des patients qui ont bénéficié. Et donc, ça n'intéressait pas grand monde en disant 10%, c'est pas terrible. Sauf que c'est quand même 10% de patients qui étaient guéris, en fait. Donc, c'était pas anodin. Et mais c'était fait que dans certains centres à cause de la toxicité. Et on avait d'ailleurs les mêmes données dans le cancer du rein. C'est les deux cancers qui étaient à peu près considérés comme sensibles à l'immunothérapie. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand ça a marché dans le mélanome, les premiers cancers qui ont été traités après, ça a été les cancers du rein. Et là, on a dit, ah, bah, ça marche aussi dans le cancer du rein. Et là, ça intéressait pas grand monde non plus. Les gens disaient, ouais, mais l'immunothérapie, ça marche un petit peu dans le cancer du rein, les mélanomes, on le savait déjà, mais c'est pas très significatif. Et en fait, ce qui a vraiment changé la perception des oncologues et des biotech et des pharma, c'était l'activité qui était vue dans les cancers du poumon. Parce que le cancer du poumon, c'est un gros cancer en termes de volume de malades, très fréquent, très mortel. Et à ce moment-là, on a dû, ah, ça marche les anti-PD1 marchent dans les cancers du poumon. Donc ça a été vraiment ce qui a fait changer en fait la mentalité de beaucoup de gens en disant, bah, ces médicaments ont peut-être de l'intérêt. Donc c'est pour ça que ça s'est commencé par le mélanome métastatique et que ça a été très significatif comme impact. Il faut avoir en tête il y a 15 ans, la courbe de survie, elle est là, hein. C'est-à-dire que c'était à 18 mois, tous les patients étaient morts avec un mélanome métastatique. Donc on a vraiment un progrès qui était thérapeutique, qui était majeur. Et par contre, ce qu'on a
appris avec ces médicaments, c'est que comme on vient bloquer des voies d'immunosuppression, on peut générer chez les patients des toxicités nouvelles qui sont des toxicités auto-immunes. Donc, on n'est pas sur les toxicités classiques des chimiothérapies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de cheveux, il n'y a pas de nausées, vomissements, il n'y a pas de baisse des globules dans le sang comme on peut avoir avec la chimiothérapie ou des risques d'infection. Ce n'est pas le cas. En revanche, on a des atteintes auto-immunes cutanées, digestives, pulmonaires. Tous les organes peuvent être touchés en théorie. Et on a des patients qui font aucune toxicité, on a des patients qui font beaucoup de toxicité. Parfois, ils en font une, parfois, ils en font plusieurs, avec des grades qui peuvent être différents. Je ferais une toxicité légère au niveau cutané et une toxicité sévère au niveau digestif en même temps. Ça, c'est très patient dépendant. Et c'est Oui, ça qui est compliqué. parce que, en fait, donc vous l'avez dit, hein, la cellule tumorale exprime le PDL1 et pour aller freiner le système immunitaire, mais en fait, ces molécules-là, enfin, ces marqueurs-là, ils sont exprimés sur les tissus sains aussi. C'est pour ça Exactement. que, on a ces effets secondaires un peu indésirables. C'est pas si spécifique que ça. En fait, c'est spécifique de la cible, PD1, Oui, PDL1, bien sûr. mais Ah, de la tumeur. on a des effets qu'on appelle on target of tumor en anglais, c'est-à-dire qu'on est bien sur la cible, mais comme la cible est exprimée aussi dans les tissus sains pour lutter contre l'auto-immunité, eh ben, on peut avoir des effets indésirables de type auto-immun. Et c'est vraiment caractéristique ce profil de toxicité aux anti-checkpoint. Mhm. PD1, PDL1, c'était la 4 et LAG3 aussi maintenant qui est un nouveau qu'on a dans le mélanome et qui va probablement être décliné dans d'autres cancers après. Et vous voyez que la toxicité, elle augmente quand on combine, hein. C'est-à-dire que là, on a toxicité des anti-STELA4 en vert, anti-PD1 en bleu. Donc, les anti-PD1 sont les moins toxiques. Par contre, la combinaison des deux, oui, on a quasiment 60% des patients qui font une toxicité de grade sévère. Donc, c'est pas négligeable et ça fait partie des choses qu'il faut prendre en charge et il faut du coup être très surveillé quand on commence ces médicaments parce qu'on a ce risque qui est retardé en plus dans le temps. C'est-à-dire que la toxicité, elle survient pas tout de suite après la chimiothérapie, comme la chimiothérapie, elle survient généralement le deuxième mois après le début du traitement. Donc elle est D'accord. retardée. Suivi, hein, d'accord. Ouais, donc il faut un suivi particulier. Donc là, c'est vraiment les anti-checkpoint. On fait de l'immunomodulation et on Mhm. essaie de réveiller le système immunitaire contre le cancer. Ouais, tu- Une autre innovation thérapeutique dont on parle beaucoup aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les ADC, les antibody drug conjugates en anglais. Et là, on travaille sur des anticorps monoclonaux, donc anticorps médicaments, qui sont dirigés contre la cellule cancéreuse, mais sur lesquels on va ajouter euh, ce qu'on appelle un payload, une molécule cytotoxique. Donc ça peut être une molécule de chimiothérapie qui est très toxique mais du coup, on va concentrer dans la tumeur grâce à l'anticorps. L'anticorps va reconnaître un antigène tumoral, et il va amener avec lui, du coup, la cytotoxicité de la chimiothérapie. On va concentrer dans la tumeur la cytotoxicité de la chimiothérapie. Donc, donc c'est des stratégies qui ne sont pas très nouvelles en réalité, puisqu'on a eu des ADC il y a longtemps, mais ça n'a pas très bien marché à cause du profil d'efficacité qui n'était pas terrible et de toxicité qui était assez élevé. Et là, on commence à avoir des nouvelles générations d'ADC, d'antibody drug conjugate, qui commencent à être plus actifs. Ils restent quand même assez toxiques, il n'y a pas de toxicité qui ressemble à la toxicité des chimiothérapies. Mais du coup, ça commence à avoir une activité qui est significative en clinique. Et donc, on a l'exemple, par exemple, dans les cancers du sein triple négatifs avec les anticorps anti-TROP2. Dans les cancers du sein R2 positif, HER2 positif, on a maintenant le trastuzumab deruxtecan, qui est une nouvelle génération aussi d'ADC. Mais on a aussi d'autres indications. Vous avez ici un exemple, par exemple, dans les cancers de vessie, avec un anticorps anti-Nectin-4, donc il y a un antigène exprimé dans les cancers de vessie, qui est couplé avec un payload cytotoxique. Et vous avez ici un exemple de combinaison avec l'immunothérapie anti-checkpoint. On a Donc on peut combiner. on peut combiner les deux, ouais, et ça marche assez bien. Vous voyez ici, en termes de survie, que la survie, elle est très augmentée quand on fait cette combinaison antibody drug conjugate plus anti-PD1 par rapport aux chimiothérapies historiques. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver et qui vont se faire de plus en plus. D'accord. Euh, voilà. Donc ça, c'est une des innovations thérapeutiques, c'est les antibody drug conjugate avec les nouvelles générations qui sont pas encore en clinique mais qui arrivent et qui vont être encore plus spécifiques de la cellule tumorale et moins toxiques aussi, parce que comme je vous disais, on a des toxicités quand même proches des chimiothérapies avec les premières générations d'ADC, avec des baisses de globules dans le sang, etc. Ouais. Et en fait, on arrive avec un meilleur engineering des anticorps, on va probablement baisser un peu cette toxicité-là. Donc ça va arriver. Les essais cliniques arrivent là en ce moment. Donc ça va prendre un peu de temps pour se développer aussi en essais cliniques. Une autre innovation thérapeutique que j'ai citée rapidement tout à l'heure, c'est les virus oncolytiques. Les virus oncolytiques, c'est quoi? Ce sont des virus communs, comme par exemple le virus de l'herpès, hein, les boutons de fièvre qu'on a, ça c'est les virus de l'herpès. Et ben, on peut utiliser des souches de virus
on peut les sélectionner déjà in vitro pour qu'elles soient plus spécifiques des cellules cancéreuses par rapport aux cellules saines. Et c'est vrai que de façon naturelle, les virus infectent plutôt les cellules cancéreuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cellules cancéreuses, elles sont très actives d'un point de vue métabolique. Et donc, il y a toute la machinerie cellulaire pour faire de la division cellulaire qui peut être utilisée par le virus pour répliquer le virus. Et donc, du coup, le virus infecte la cellule cancéreuse et peut tuer les cellules cancéreuses de façon préférentielle. Donc ça, c'est les virus oncolytiques, je dirais, sauvages, naturels. On les sélectionne un petit peu, on les utilise. On les injecte toujours en intratumoral, qu'en intraveineux, ça marche pas bien. D'accord. On les injecte plutôt dans la tumeur. D'accord. Et maintenant, Solide, ouais, allez-y. tumeur solide uniquement, du coup, pas cancer du sang. Alors, c'est une bonne remarque. Ça marche pas trop aujourd'hui dans les premières générations de virus oncolytiques dans les cancers du sang. On n'a pas eu de gros succès. Mais il faut prendre en considération le fait que ça prend du temps en fait de développer des médicaments qui soient performants et que très souvent les premières générations ne le sont pas beaucoup et Mhm. que on arrive à progresser avec des nouvelles générations et de l'engineering en fait moléculaire. Et on a fait énormément de progrès au cours des 20 dernières années sur notre capacité à faire de l'engineering moléculaire, cellulaire et donc on va beaucoup plus vite aujourd'hui aussi. Ça, c'est aussi un élément à prendre en considération, c'est que c'est un peu une courbe exponentielle, c'est qu'au début, on va pas très vite, puis à un moment, ça s'accélère et c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, on accélère pas mal. Et donc sur les virus oncolytiques, ce qui est intéressant, c'est que comme ce sont des virus, elles ont un patrimoine génétique, elles ont de l'ADN ou de l'ARN qui peut être modifié. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier ces virus pour exprimer des médicaments. Et donc par exemple, on a des nouvelles générations de virus oncolytiques qui, dans leur génome, vont avoir la capacité à fabriquer des anticorps, par exemple, ou des cytokines. Et donc, on a des anticorps qui sont fabriqués par le virus dans la cellule tumorale et qui vont être relargués par la cellule tumorale quand elle va être détruite. Et donc, vous voyez qu'on a commencé à avoir du coup des approches un peu cheval de Troie où on va avoir un virus qui va, dans son génome, en fait, non seulement il va infecter la cellule tumorale pour la détruire, mais il va utiliser la cellule pour fabriquer des médicaments. Et donc, ça, on commence à avoir des générations là qui commencent à être assez intéressantes. On attend cet été euh, une nouvelle génération de virus oncolytiques. On en a déjà une qui est approuvée dans les mélanomes, mais qui marche pas très bien et qui marche que dans les mélanomes très localisés, D'accord. qui s'appelle le T-VEC, qui est approuvé depuis 2015, donc ça commence à remonter, mais qui est peu utilisée parce que, un, elle n'est pas remboursée en France, elle Mhm. coûte très cher. Elle est approuvée au niveau de l'Europe, mais il y a certains pays européens qui l'utilisent pour les mélanomes très localisés. Mais elle marche que dans ce contexte-là. Là, cet été, on attend de la part de la FDA, donc l'agence américaine, une approval pour une génération nouvelle qui est plus performante que le T-VEC, qui est dérivée aussi de l'herpès, et pareil dans le mélanome, mais qui là marche mieux dans les cancers plus métastatiques, plus avancés. D'accord. Et on a eu l'année dernière un autre virus oncolytique qui était approuvé aussi aux États-Unis pour les cancers de vessie superficielle. Et là, c'est des instillations intravésicales, c'est qu'on injecte dans la vessie du virus. Et ça permet de détruire ces premières lésions cancéreuses tumorales, des cancers superficiels de vessie. Ça, c'est Ok. intéressant. Donc ça, c'est l'exemple hein, de la cancer de vessie qui est là. Vous voyez que en termes de bénéfices thérapeutiques, dans ces cancers superficiels de vessie, en fait, le traitement de première intention, c'est la cystectomie, c'est-à-dire qu'on enlève carrément la vessie. Donc, c'est des patients qui ont plus de vessie. Donc, en qualité de vie, c'est terrible parce qu'en fait, ils ont en fait une poche urinaire qui est collée à la peau et avec de l'urine qui est produite en continu. Donc, être capable de- de protéger la vessie, de traiter en permettant au patient de garder sa vessie, c'est un impact de qualité de vie qui est majeur. Et vous voyez qu'en survie globale aussi, c'est très performant. Donc ça, c'est une innovation qui est intéressante et qui est arrivée aux États-Unis l'année dernière. Donc c'est pas encore approuvé, mais ça arrive ici en Europe maintenant. Autre innovation thérapeutique, les anticorps bispécifiques T-cell engager. Alors là, le principe est le suivant. Vous avez un anticorps avec deux bras, comme tous les anticorps généralement, mais vous avez un bras de l'anticorps qui reconnaît un antigène de la cellule cancéreuse, qui est spécifique pour la cellule cancéreuse, et un autre bras de l'anticorps qui est spécifique pour les lymphocytes TCD3, donc il va activer n'importe quel lymphocyte qui passe par là. Ça peut être un lymphocyte antivirus de la grippe, par exemple. Alors, Ok. vous avez été, De la vous avez, tumeur. voilà, il n'est C'est pas forcément spécifique de la tumeur. juste en le rapprochant de la tumeur, ça Ouais. permet Ça de va la... le forcer à devenir spécifique de la cellule cancéreuse, alors qu'il a peut-être aucune spécificité pour la cellule cancéreuse à la base. Il peut être antivirus de la grippe ou antivirus de la rougeole, si vous avez votre vaccin rougeole, et vous allez le forcer à reconnaître la cellule tumorale et s'activer. Donc ça, c'est une innovation thérapeutique. Pareil, on savait qu'on pouvait faire ça depuis longtemps. Dans les années 90, il y avait déjà eu un anticorps bispécifique en Europe qui avait été approuvé dans les carcinoses péritonéales de l'ovaire
et qui avait été abandonné parce qu'on n'a pas su le développer correctement en clinique. Il n'y avait pas de marché pour la biotech qui a développé ça. Ils ont arrêté la commercialisation du médicament. Et donc là, on a eu des nouvelles générations qui sont arrivées d'abord dans les leucémies, dans les leucémies lymphoblastiques. Et là, on commence à avoir un développement qui s'accélère, notamment grâce au lymphome B et au myélome, qui sont des cancers du sang. Vous avez ici l'exemple dans le myélome, avec, vous voyez ici le taux de réponse, avec le taux de réponse complète, ici, en vert, grâce à ces approches. Donc, il faut voir en tête que dans le myélome, on n'avait pas grand-chose qui fonctionnait il n'y a pas si longtemps, Ouais. et que là, on a commencé à avoir plein de médicaments qui fonctionnent. Donc, le myélome, là, c'est une indication qui est en train d'être révolutionnée par les nouvelles immunothérapies avec des CAR T-cells, des bispécifiques T-cell engagers, des anticorps spécifiques, des antibody drug conjugate. Donc il y a plein de médicaments dans le myélome, par exemple, qui sont en train de se développer. Et vous voyez qu'en termes de courbes de survie, bah, on a des courbes de survie qui sont bien meilleures que ce qu'on avait avant dans le myélome. Donc ça, c'est aussi prometteur. Et là, pareil, on peut combiner avec d'autres médicaments demain, des anti-checkpoint, par exemple. En concurrence directe avec les anticorps bispécifiques T-cell engagers, on a les CAR T-cells. Oui, Donc les CAR T-cells, là, c'est une immunothérapie cellulaire. Donc je vous explique comment ça fonctionne rapidement. Le patient va avoir une cytaphérèse, c'est-à-dire qu'on va le brancher sur une voie veineuse centrale, on va faire sortir le sang du corps, ça va être dans une machine qu'on appelle une cytaphérèse, qui va faire le tri entre les globules rouges et plaquettes qui vont être tout de suite réinjectés au patient. Donc, c'est ça que c'est un circuit extracorporel. On réinjecte au patient ses globules rouges, ses plaquettes et son plasma. Par contre, on trie les globules blancs. Et on récupère les globules blancs, notamment les lymphocytes T. On envoie ces globules blancs dans un laboratoire qui va faire une modification génétique de ces lymphocytes T en insérant dans les lymphocytes une construction qui va être une construction moléculaire qui va être un mélange entre un anticorps et un récepteur de lymphocytes T. Vous voyez ici, c'est la structure d'un anticorps. On va juste prendre l'extrémité ici, qui est violette, qui va être spécifique d'un antigène de la cellule cancéreuse mhm, et d'un point de vue moléculaire, ça a été fusionné au niveau de l'ADN avec la partie intracellulaire et transmembranaire du récepteur T. Et donc, on arrive à une molécule très simple comme celle-là ici. Vous avez le bout de l'anticorps à l'extérieur et la capacité d'activer le lymphocyte en intracytoplasmique dans la cellule. oui, parce que Et on a, pour bien comprendre, une cellule, pour qu'elle réagisse, il faut qu'elle reçoive un signal de l'extérieur qui se fixe sur un récepteur. Ensuite, il y a toute une cascade de signalisation qui va faire qu'elle va répondre au signal qu'elle a reçu. Donc là, du coup, l'anticorps lui permet de reconnaître la tumeur et, ouais, euh, d'agir d'aller la détruire finalement, lui donner le signal exactement. d'aller la détruire. Donc, en fait, c'est forcer les lymphocytes du patient à reconnaître l'antigène de la tumeur. Donc, c'est tous les lymphocytes du patient qui ont été traités vont être modifiés génétiquement. Donc, ça peut être un lymphocyte antivirus de la grippe, anti-rougeole, anti-machin, ça peut être plein de spécificités différentes. Mais on va le forcer à reconnaître, par exemple, le CD19, qui est un antigène des lymphocytes B. Et donc, on va pouvoir avoir plein de lymphocytes anti-CD19 et qui vont pouvoir, du coup, traiter des leucémies, des lymphomes B. Bien sûr, après le corps humain, enfin le corps du patient va se remettre à reproduire toute une série de D'autres lymphocytes lymphocytes. qui Oui, reconnaissent tous les autres pathogènes. exactement. Donc en fait, on prend juste un pool de lymphocytes, on les modifie génétiquement, mais le patient continue d'avoir tous les jours des productions de lymphocytes, donc ça n'a pas d'impact sur lui en termes de diversité de ces lymphocytes. En revanche, avant de réinjecter ce produit de thérapie cellulaire, qui est considéré comme un médicament, c'est un produit de thérapie cellulaire, on va traiter le patient avec un certain type de chimiothérapie pour essayer d'éliminer les fameuses cellules immunosuppressives dont je vous parlais tout à l'heure, les lymphocytes T régulateurs, les macrophages, qui sont dans la tumeur mais qui inhibent la réponse immunitaire. Et donc, avec ce pré-traitement, on arrive à éliminer les mauvaises cellules et on injecte du coup des lymphocytes qui sont antitumoraux. Et donc, ça, c'est très efficace. Et on a du coup des opportunités aujourd'hui aussi, pareil, de combinaison de ces médicaments de thérapie cellulaire avec des anti-checkpoints, par exemple. Et donc là, ce sont par exemple, dans le myélome, la même indication que dans les bispécifiques, vous voyez les taux de réponse qu'on peut obtenir en fonction de la dose, la quantité de cellules qu'on injecte. Donc là, vous voyez 150 millions, 300 millions, 450 millions de cellules. Donc il y a un effet dose. Plus j'injecte de cellules, plus je vais avoir d'efficacité. Et vous voyez qu'en termes de réponse complète, c'est très intéressant. Et donc là, c'est les survies globales dans le myélome, pareil, qui sont très intéressantes. Et là, pareil, on commence peut-être à parler de guérison pour certains patients parce que les premiers patients qui ont été traités avec ces approches-là et qui ont eu des réponses complètes ne rechute pas 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après. Donc là, quand on se dit, oula, il n'y a pas de rechute à 5 ans, là, c'est qu'a priori, il est guéri, quoi.
Donc c'est ça aussi, c'est que pour parler de guérison, on a besoin de temps, parce qu'on a besoin d'avoir du recul pour vraiment dire il y a guérison, il n'y a pas guérison. En tout cas, en termes de course de survie, ça reste très prémonitoire, en tout cas pour l'instant. Autre innovation dans les immunothérapies, ce qu'on appelle les TIL. TIL, ça veut dire Tumor Infiltrating Lymphocytes. Donc là, la stratégie est la suivante. Vous avez un patient avec un cancer solide, vous allez faire une chirurgie pour retirer une métastase et vous allez dissocier cette tumeur et collecter les lymphocytes qui ont infiltré la tumeur. Parce que dans ces lymphocytes, on a des lymphocytes qui luttent contre la tumeur. On a les bons lymphocytes dont je vous parlais au début. Et ces lymphocytes, on va les expandre au laboratoire. On va les activer pour qu'ils deviennent. On part peut-être avec quelques centaines de milliers de cellules et on va en avoir après quelques centaines de millions de cellules. On va y avoir beaucoup de cellules. Et là, on ne modifie pas génétiquement. On sait juste que ce sont des lymphocytes qui ont infiltré la tumeur, qui ont une certaine réactivité contre le cancer. Et on va du coup les réinjecter aux patients avec un conditionnement, pareil, le même que tout à l'heure, un peu de chimiothérapie pour se débarrasser des mauvaises cellules immunitaires qui sont immunosuppressives, qui protègent la cellule, et on va les réinjecter aux patients. Pareil, en one shot. Je n'ai pas dit tout à l'heure, la carticelle, c'est une fois, hein, c'est un traitement qui est une Ok. fois. Oui. Et là, pareil, les TIL, c'est une fois, on fait une fois le traitement. Et là, vous voyez l'efficacité dans les mélanomes qui sont réfractaires ou en rechute aux anti-checkpoint. Donc là, on arrive en deuxième ligne. Après anti-PD, anti-stélaca, vous avez vu que tous les patients n'étaient pas guéris. On a la moitié des patients qui ne répondent pas bien à ces traitements. Et ben, ces patients-là peuvent répondre à une stratégie TIL. Et donc, vous voyez qu'on a un taux de réponse qui est de l'ordre de 30%, avec des réponses complètes. Et donc là, on a potentiellement aussi de la guérison. Et donc là, c'est très intéressant aussi de voir comment on peut améliorer la prise en charge des patients avec une stratégie de recours de thérapie cellulaire et qui est différente des CAR-T-cell. Il n'y a pas de modification génétique. Dernière stratégie dont on parle beaucoup aujourd'hui, ce sont les vaccins. Oui. Donc les vaccins, rapidement, bah, vous connaissez les vaccins en infectiologie, hein, quand on fait des vaccins pour lutter contre des pathogènes, contre des virus ou des bactéries, on prend des fragments du virus ou des fragments de la bactérie. Ça peut être juste des protéines ou ça peut être des extraits de la cellule et on va les injecter au patient pour que le patient puisse reconnaître, avant d'avoir été exposé à l'agent infectieux, et développer du coup une réponse immunitaire avec des anticorps, avec des cellules qui vont être spécifiques de cet agent infectieux. Là, l'idée est la même, c'est-à-dire qu'on va partir de la cellule cancéreuse et on va essayer d'identifier des antigènes, donc des protéines qui sont fortement exprimées par la cellule cancéreuse ou des protéines qui ont été mutées Mhm. parce que la cellule cancéreuse accumule pas mal de mutations. Et on va avoir un vaccin qui va prendre ces antigènes et il va les présenter à l'organisme du patient avec différents modes de présentation. Ça peut être le mode protéine, mais ça peut être aussi un mode d'ARN ou d'ADN. Et donc, on a différents types de modes de présentation de ces antigènes de la cellule tumorale. Et on va les injecter au patient à distance de la tumeur. Généralement, on l'injecte en sous-cutané ou en intramusculaire ou en intradermique, avec l'objectif que ces fragments de la cellule cancéreuse, de protéines, etc., puissent être reconnus par le système immunitaire, puissent après être présentés aux lymphocytes T et CD4, CD8, mais aussi aux lymphocytes B, et que ça puisse derrière déclencher des réponses immunitaires médiées par les anticorps ou les cellules immunitaires de type lymphocyte contre la tumeur. Donc ça, ces approches vaccinales, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu beaucoup de recherches et beaucoup de choses qui ont été tentées dans le passé et que ça Oui, s'est soldé par des échecs. ça fait longtemps Ouais. qu'on essaye, oui. Ça fait depuis probablement 30 ans ou 40 ans qu'on essaye de faire des vaccins en cancérologie. Et on s'est cassé les dents à nombreuses reprises. Et un élément d'explication, c'est qu'on a traité des patients qui avaient des maladies qui étaient trop avancées. On avait des patients avec beaucoup d'immunosuppression parce que beaucoup de cancers développés chez le patient. Et et que le positionnement probablement pertinent de ces vaccins, c'est en situation de maladie résiduelle après une chirurgie d'un cancer localisé, par exemple. Donc, typiquement, cancer localisé, le standard of care, c'est quoi? C'est de faire une chirurgie. Donc, je retire le cancer et l'objectif, c'est de ne pas avoir de rechute. Et là, faire un vaccin après la chirurgie est aujourd'hui probablement le meilleur positionnement de ces vaccins pour éviter les rechutes. Et on a des données aujourd'hui dans les mélanomes qui sont assez attractives, qui nous montrent qu'en effet, on peut probablement éviter les rechutes chez les patients qui sont à risque de rechute avec cette approche thérapeutique-là. Parce Donc qu'on voilà, ouais, allez-y. quand on essayait dans des cancers métastatiques, on avait bien des lymphocytes T qui savaient
reconnaître la tumeur, mais en fait, ils n'arrivaient pas à aller jusqu'à la tumeur, ils étaient inhibés avant. Qu'est-ce qui est... Oui, exactement. En fait, c'est en effet ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on fait des vaccins dans des patients avec des situations métastatiques, on arrive bien à voir que le vaccin fonctionne en termes de réponse immunitaire. On voit la réponse immunitaire, Mhm. mais on n'a probablement pas assez de lymphocytes en nombre, en volume, parce que c'est une affaire de nombre, hein. Vous avez des milliards de cellules cancéreuses, et donc vous avez besoin d'avoir des milliards probablement de lymphocytes, ou en tout cas pas de milliards, si c'est pas des milliards, au moins des millions, des centaines de millions. Et donc il y a une affaire de nombre déjà pour commencer. Ensuite, il y a le fait que quand le cancer se développe, comme je vous dis, il y a plein de protections de la tumeur contre la réaction immunitaire contre la tumeur. Et donc, plus on a de cancer, plus on va avoir cette immunosuppression spécifique en fait pour protéger la tumeur. Et donc, c'est pour ça que il y a, il y a, il y a un volume de tolérance qui est trop grand par rapport à la puissance de l'approche vaccinale. Et donc, quand on se met en maladie résiduelle, là, on a très peu de cellules cancéreuses. Et là, probablement, le vaccin, il a plus d'efficacité thérapeutique. Mhm. Donc ça, c'est juste voilà, passer en revue les innovations thérapeutiques, mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble l'immunothérapie aujourd'hui dans notre réalité en clinique. C'est cette diversité-là qu'on a sous les yeux. C'est-à-dire que on a des médicaments qui sont basés à partir de petites molécules, d'acides nucléiques comme l'ARN ou l'ADN, de protéines, de cellules, de pathogènes. Et à partir de ça, on peut faire différentes stratégies thérapeutiques, des vaccins, des bispecific T-cell engagers, des thérapies cellulaires. Donc on a une énorme diversité de stratégies thérapeutiques. Donc ça, c'est comme une bonne nouvelle. C'est la première fois dans l'histoire de la cancérologie qu'on a une telle diversité de stratégies thérapeutiques. Mais on a aussi du coup comme une très grande diversité et hétérogénéité des cancers, à la fois dans leurs histologies et dans leur mode de présentation. C'est pas pareil de traiter un cancer en stade 4 métastatique que de traiter un cancer en stade localisé. Et Mhm. donc devant cette hétérogénéité de présentation clinique, on a aussi pour pouvoir développer un médicament, il faut pouvoir avoir un setting qui soit propre. Il faut être vraiment tiers en disant je vais traiter les cancers de l'ovaire en deuxième ligne après l'échec des selles de platine de la chimiothérapie de première ligne, par exemple, ou les cancers du poumon à petites cellules après échec de la première ligne. Donc à chaque fois, il faut trouver le bon setting, Mhm. démontrer une efficacité qui soit suffisamment convaincante pour qu'on puisse développer le médicament. Donc je vais peut-être arrêter là en concluant là-dessus, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que développer des nouveaux traitements, ça, c'est quelque chose qui est de longue haleine et qui demande énormément d'investissement financier. Et qu'il n'y a pas de médicament qui sort du CNRS et l'INSERM. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça aussi, ça c'est important. L'INSERM et le CNRS, leur boulot, c'est de faire la découverte de la mécanistique, de comprendre Oui, qu'est-ce qui caractérise une cellule cancéreuse, identifier par exemple une cible thérapeutique en disant, dans tel cancer, cette molécule, elle est spécifique de tel cancer. Là, ça peut donner une idée de traitement, mais du coup, ça sort après des agences publiques de recherche et ça va dans les programmes de biotech ou de big pharma pour vous donner des ordres de grandeur, euh, faire un programme de recherche pour découvrir une nouvelle cible thérapeutique, c'est de l'ordre de la centaine de milliers d'euros. C'est-à-dire qu'avec 200 000, 300 000 euros, on peut faire des découvertes déjà intéressantes. d'accord. Pour faire le développement d'un médicament, juste produire le médicament pour faire l'essai clinique. C'est-à-dire Mhm. vous avez une nouvelle cible, vous voulez faire un anticorps contre la cible. Oui, Fabriquer le médicament pour l'essai clinique, ça va vous coûter environ 10 millions d'euros. Pour faire l'essai clinique, vous avez à nouveau besoin de plusieurs millions d'euros. Et donc, généralement, les biotech qui lèvent des fonds pour faire un essai clinique, elles vont lever autour de 10 millions d'euros. d'accord. 10 à 15 millions d'euros pour avoir à la fois le médicament et l'essai clinique. Et ça peut monter rapidement à 25 millions d'euros si vous allez aux États-Unis, qui coûte beaucoup plus cher en termes d'essai clinique. Et ça, c'est juste pour le premier essai clinique, la phase 1 pour faire la preuve de concept. Mhm. Quand on fait toute la chaîne en disant je veux développer un médicament jusqu'à la phase 3 d'enregistrement pour avoir une AMM et être remboursé, le coût de développement, il est entre 1 et 2 milliards d'euros. C'est énorme. Voyez, En plus, pour une localisation à un stade de la maladie et sur une ligne précise de oui, traitement. ouais. Donc, oui, Donc vous voyez que, et ça prend, ce développement-là, il prend, dans le meilleur des cas, quand on va hyper vite, quand on a un truc qui est vraiment spectaculaire, ça peut aller entre 4 et 5 ans pour aller jusqu'à l'AMM. Euh, les anti-PD1, ça a été encore plus vite, ça a été même 3 à 4 ans. d'accord. Mais la routine, je dirais, habituellement pour les médicaments, c'est plutôt proche de 10 ans en réalité, hein. Allez, oui, Donc c'est c'est ce long. que j'avais en tête, ouais. Oui, Voilà. oui. D'accord, donc on se Donc rend. pour donner des ordres de grandeur, vous voyez, à peu près. Ouais. Donc on a bien vu hein, que l'immunothérapie, ça englobe énormément, énormément de choses. Parce que je dis ça parce que parmi les questions qui arrivent, il y a beaucoup de femmes qui parlent d'immunothérapie au sens Au sens large. général, ouais.
la plupart du temps, je pense qu'elle parle d'inhibiteurs de checkpoint dans leur cas. Ouais, Mais il y a quand même. Alors, je voulais aussi répondre à la question d'Imen, parce qu'on a parlé de vaccins. Alors, on précise bien que c'était des vaccins thérapeutiques, donc quand la maladie est déjà installée. Mais il y a aussi des vaccins préventifs, notamment contre le HPV, qui tout prévient à fait. des... Alors, juste pour expliquer la différence, l'HPV, c'est le Human Papilloma Virus. C'est un virus qui infecte dans le contexte des relations sexuelles. Donc, c'est une maladie sexuellement transmissible qui est transmise entre hommes et femmes et qui, quand il infecte les muqueuses, que ce soit les muqueuses au niveau du col de l'utérus pour les femmes ou au niveau du prépuce pour les garçons, euh, peut L'anus, et de l'anus en cas de relation sexuelle, voie et la buccale. sphère buccale en termes de relations aussi orales, vous avez merci de le préciser, puisque donc toutes les pratiques sexuelles diverses et variées qu'on peut avoir, dès qu'on est exposé à ce virus, on a du coup un risque d'infection des muqueuses qui peut induire d'abord une dysplasie, c'est-à-dire que l'épithélium muqueux va devenir précancéreux et du Mhm. coup peut évoluer vers une lésion cancéreuse. D'accord. Et donc là, ça fait des cancers qui sont assez agressifs. Cancer du col de l'utérus, cancer de la verge chez l'homme, cancer de la marge anale pour tout le monde, et cancer oraux aussi, oropharyngé pour tout le monde aussi. Et du coup, euh, le vaccin anti-HPV protège de ce risque de s'infecter par le virus et du coup d'avoir ce type de cancer. Donc c'est un vaccin qui est prophylactique, c'est-à-dire qui est préventif Mhm. de développer ce cancer-là. Et c'est pour ça qu'on recommande de le faire à l'adolescence, avant toute relation sexuelle, pour que du coup on soit protégé pour la vie. Mhm. Voilà. Mais il y a actuellement aussi des vaccins thérapeutiques qui utilisent cette même cible, qui sont développés Oui, actuellement. oui, avec des résultats qui sont mitigés et controversés pour l'instant, puisque, et c'est toute la difficulté des approches vaccinales, c'est que si vous avez un cancer qui s'est développé, c'est que l'organisme a développé une tolérance vis-à-vis des antigènes de ce cancer. Mhm. Et que quand on réexpose avec un vaccin euh, l'organisme aux antigènes du cancer, le risque, c'est de booster la tolérance. Puisqu'en fait, quand on expose trop un antigène, c'est exactement ce qu'on fait quand on a des allergies. Vous savez, avec les pollens J'allais de dire, ouais. boulot et tout ça. Mhm. On vous réexpose de façon chronique au pollen et du coup, vous développez de la tolérance immunitaire. Donc, il y a un peu ce risque-là avec les vaccins. Donc, c'est pour ça Thérapeutique, que hein. On précise bien vaccin thérapeutique. thérapeutique, pas vaccin thérapeutique. Je ne parle pas des vaccins HPV Mhm. prophylactiques préventifs. Là, il n'y a aucun Là, on n'a pas problème. cette problématique Il n'y là. a, il y a aucun problème. Là, ça marche chez tout le monde et c'est très bien. Il faut vacciner tout le monde. Et c'est pareil pour l'hépatite. Quand vous êtes vacciné contre l'hépatite, vous vous protégez contre le cancer du foie Ok. induit par les virus de l'hépatite. Donc ça, il n'y a pas de problème sur ces vaccins-là. Je parle des vaccins en contexte de cancer. Il y a toujours ce risque et la réflexion de savoir si je ne vais pas booster la tolérance. Et donc c'est pour ça que c'est important et qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de vaccins en thérapeutique dans les cancers avancés, en combinaison avec les checkpoints. C'est-à-dire qu'en disant, je vais mettre en plus un anti-PD anti-CCL4 parce que ces médicaments-là viennent casser la tolérance immunitaire. Ils viennent bloquer cet aspect-là. Mhm. Donc c'est pour ça que ces combinaisons-là sont pertinentes. Ok. Il y a aussi pas mal de questions sur qui peut bénéficier de ces patients-là, parce qu'on a vu qu'il y avait des patients répondeurs, d'autres qui ne l'étaient pas. Oui. Est-ce qu'on a des moyens de savoir un peu à l'avance si une personne va pouvoir bénéficier, je sais pas, d'un anti-PDL1 ou voilà, c'est vrai que les immunothérapies, on l'a vu, hein, ça englobe beaucoup de choses, mais voilà, est-ce qu'il y a moyen de savoir à l'avance si une personne est susceptible de répondre à ce type de traitement? Alors, on n'a pas d'outils très robustes aujourd'hui. Et quand je parle d'outils, je parle de biomarqueurs. Les biomarqueurs, ce sont notre capacité, à partir d'une prise de sang ou d'une biopsie tumorale, de prédire l'efficacité d'un médicament. Mm. On a, dans les cancers du sein triple négatif, par exemple, euh, le marquage de la protéine PDL1 sur la biopsie tumorale ou sur la pièce opératoire qui nous donne une information. Et on sait que plus il y a d'expression de PDL1 dans la tumeur, plus les chances de répondre à un anti-PD1 ou anti-PDL1 va être élevée. Mhm. C'est une corrélation. On enrichit le groupe de malades qui sont du coup éligibles à ces traitements en faisant ce truc-là, mais ces sélections-là, mais on n'a pas une corrélation qui est de 100%. C'est-à-dire que, on augmente un petit peu le taux de réponse. Donc, Mhm. ce pas des biomarqueurs qui sont très performants. D'accord. Et on a d'autres biomarqueurs aujourd'hui qui sont approuvés, qui sont utilisés, comme par exemple l'anomalie génétique MSI,
Oui, microsatellite instability, qui concerne tous les cancers. On a aussi le biomarqueur TMB, Tumor Mutational Burden, c'est-à-dire que plus j'ai de mutations dans le génome, dans l'ADN de la cellule cancéreuse, plus j'ai de chances de répondre à l'immunothérapie. la Et là, charge. celui-là, la charge mutationnelle. Donc ça, c'est un biomarqueur qui n'est pas reconnu aujourd'hui en Europe, qui est reconnu qu'aux États-Unis. Aux D'accord, États-Unis, si vous avez un cancer, quel que soit le cancer, si vous avez une charge mutationnelle élevée, vous êtes éligible à recevoir un anti-PD1, par exemple. d'accord. Voilà. Et donc, on est à la recherche de nouveaux biomarqueurs et nous, on est en train de découvrir des choses qui sont assez intéressantes pour prédire quels sont les bons patients, mauvais patients. Et en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que l'indication histologique n'est pas suffisante en fait. Aujourd'hui, quand vous avez des métastases qui poussent quelque part, on vous fait une biopsie et la biopsie va dire, la biopsie est envoyée en anatomopathologie et c'est l'anatomopathologiste qui va dire c'est un cancer du poumon, c'est un cancer du côlon, c'est un cancer du sein. Et toute la cancérologie aujourd'hui elle est structurée comme ça, avec cette description morphologique du tissu du cancer. Aujourd'hui, on se rend compte que cette information morphologique tissulaire, elle n'est pas suffisante en réalité, et qu'au sein d'une indication, on a des sous-groupes de patients différents, et que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille, et c'est de faire une meilleure stratification en disant, OK, vous avez un cancer du sein triple négatif, mais peut-être qu'en fait, au sein de cette entité-là, vous avez des caractéristiques biologiques qui sont informatives et qui vous permettent de vous rendre éligible ou résistant à certains traitements. Mhm. Donc c'est vers ça qu'on va aujourd'hui. On va essayer de mieux stratifier les sous-groupes de patients, à la fois dans une indication donnée, mais on a aussi des développements qui sont ce qu'on appelle tumeurs agnostiques et de dire finalement on a des anomalies qui sont partagées entre les cancers et qui sont indépendants de l'histologie. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis quand ils ont donné l'approval sur le TMB, par exemple, en disant, quel que soit le cancer, si j'ai beaucoup de mutations dans le génome tumoral, je suis éligible à recevoir un anti-PD1. Très bien. Il y avait aussi Virginie et Carole qui se posaient la question de la durée d'efficacité de ces traitements-là. On parlait des CAR-T-cells où on a juste une injection. Ouais, Parce que Virginie, elle est sous Keytruda, donc c'est un un inhibiteur anti-PD1. de Ouais. checkpoint. Voilà, est-ce que on peut s'attendre à avoir une réponse complète et n'avoir que ce traitement-là, ou est-ce que il y a des résistances qui peuvent se développer? Qu'est-ce qu'on sait de la durée d'efficacité de ces... Alors, la réponse est pas simple. On a un peu de tout, en fait. C'est-à-dire euh, on a des patients. Alors, le mieux, c'est la réponse complète, ça, c'est sûr. Mhm. Et qu'aujourd'hui, quand les patients sont en réponse partielle sous un anti-PD1, très souvent, on regarde et on attend. Et c'est probablement pas une attitude qui soit optimale et probablement que demain, il faudrait mettre les patients en réponse complète. C'est-à-dire que si j'ai une réponse que partielle avec mon anti-PD1, peut-être qu'il faut faire de la chirurgie, de la radiothérapie, ou en tout cas gérer les lésions qui sont résiduelles et qui se mettent pas en réponse complète. Et quand on a la réponse complète, ça, ce qu'on sait, c'est que les patients en réponse complète, c'est ceux qui ont la meilleure survie et que probablement parmi ceux-là, beaucoup sont guéris. On a des réponses, on a des patients en réponse complète qui parfois rechutent de façon tardive, ça arrive, mais très souvent ils sont toujours sensibles aux anti-PD1 et donc du coup on reprend les anti-PD1. Et la D'accord, durée, pour répondre à la question sur la durée, on fait généralement 2 ans d'anti-PD1 ou anti-PDL1 parce que dans les essais cliniques c'était comme ça et qu'on ne sait pas si on a besoin de faire plus. On n'a pas la réponse aujourd'hui. On sait que dans le mélanome, quand on fait 2 ans ou même moins, quand on fait même 1 an et qu'on arrête, ça suffit. On a des patients qui sont guéris avec juste ça comme traitement. On sait pas quelle est la durée optimale des anti-PD1. Ça n'a jamais été vraiment démontré, étudié correctement. Donc d'accord, on fait un peu de façon empirique et on attend. Et donc voilà. Et après on a des patients qui sont en réponse partielle. Ça, on sait que la réponse partielle, pareil, on a du mal à évaluer de façon robuste parce qu'en fait, dans les réponses partielles, il y a certains patients qui sont en fait en réponse complète. C'est-à-dire que juste le scanner dit il y a une réponse partielle parce que je vois encore des métastases. Mais si on fait une biopsie, on voit qu'il y a plus de cellules tumorales. d'accord, Donc ça correspond à un petit sous-groupe des patients en réponse partielle qui sont en réponse complète sans le savoir. Généralement, au PET scan, il n'y a plus rien qui fixe au bout d'un certain temps. Et la biopsie permet de dire, bah oui, en effet, il n'y a plus rien dans la lésion tumorale. Après, il y a des réponses partielles, comme je disais, qui sont des réponses partielles avec toujours de la maladie vivace, qui sont toujours positives en PET scanner. On fait une biopsie, il y a toujours la cellule cancéreuse. Là, pour ces patients-là, il faut probablement faire quelque chose en plus de l'anti-PD1 et essayer de les mettre en réponse complète. Puis il y a des patients qui sont réfractaires primaires ou secondaires, c'est-à-dire qui ont euh, aucune sensibilité initiale, voire ce qu'on appelle les hyperprogressions. C'est-à-dire oui, une réponse, donc c'est là, c'est un effet paradoxal de l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'on a du cancer qui accélère sous immunothérapie par anti-PD1 ou anti-PDL1. Donc ça arrive chez une minorité de patients, mais c'est un risque qu'il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il faut être très vigilant au début d'une immunothérapie par anti-PD1, anti-PDL1, surtout quand c'est en monothérapie.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hyperprogression quand on fait des combinaisons avec chimiothérapie. L'hyperprogression, c'est que quand on fait de la monothérapie sans chimio. Donc il faut être vigilant au début. Là, l'hyperprogression, c'est que dans le premier mois, hein, c'est que au premier mois de traitement. Il n'y a pas d'hyperprogression retardée, ça n'existe pas. C'est au niveau, quand on commence l'immunothérapie, on peut avoir une accélération initiale. Donc il faut être vigilant le premier mois sur ce risque d'hyperprogression. Et au-delà du premier mois, le risque, c'est la toxicité auto-immune. C'est deux risques liés aux D'accord. médicaments qui sont initiaux et qui sont un peu décalés dans le temps. Et puis, les patients qui ont des bénéfices initiaux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une stabilité initiale ou une réponse partielle, et puis après, une reprogression de la maladie. Ça peut arriver aussi. Donc, il faut être vigilant à ça aussi. D'accord. Voilà. On l'a vu hein, sur votre dernière slide, maintenant vous avez accès donc à tout un tas de traitements, d'approches. Là, l'enjeu, ça va être aussi un peu de savoir dans quelle séquence vous les proposez, dans quel Tout ordre à vous fait. les proposez. Alors ça va être, ça, c'est un gros travail de recherche clinique, puisque il va falloir faire des essais cliniques pour démontrer que A puis B est mieux que B puis A, ou Hmm. que A plus B. Avec toutes les euh, combinaisons avec possibles. toutes les combinaisons possibles. Donc ça va prendre beaucoup de temps et on n'aura probablement pas tout qui sera testé parce qu'on n'aura juste pas l'opportunité de le faire. Mais c'est en effet un des challenges. Et comme vous voyez en effet la diversité des molécules que j'ai présentées à la fin, il faut avoir en tête que nous, on n'a pas le choix. Je vais à la pharmacie, je prends différents trucs. Chaque molécule est accessible que dans un contexte d'essai clinique. Et on a une période de testing qui va être limitée à l'essai clinique. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas l'efficacité, le médicament est abandonné, la biotech fait faillite, etc. Le taux d'échec est très élevé. 95% des médicaments qui sont testés se soldent par des échecs. Mhm. Donc on n'a que 5% de succès. Donc c'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle en anglais trial and error. C'est on essaye, ça marche pas, ça marche, on continue, ça marche pas, on arrête. Mhm. Donc ça, c'est beaucoup de notre activité de recherche clinique. D'accord. Ça, c'est vrai que c'est des choses que les patientes ont parfois un peu de mal à comprendre. C'est que parce qu'elles ont déjà eu un premier traitement, on peut plus leur proposer, je sais pas, un anti-PDL1, alors que si elles n'avaient pas eu leur chimiothérapie, on aurait peut-être pu leur proposer directement. Ça, c'est Oui. vrai que enfin, c'est difficile à En entendre. fait, c'est toute la problématique de savoir comment le médicament est accessible. S'il est Mm, accessible dans un contexte d'essai clinique, eh ben, c'est que dans l'essai clinique qu'on peut l'avoir. Si jamais on est au-delà de l'essai clinique, on peut avoir, avant l'AMM, des autorisations d'accès précoce. C'est-à-dire on a accès au médicament avant que l'autorisation de mise sur le marché soit disponible. Après, on a parfois des accès compassionnels, c'est-à-dire que le médicament, par exemple, il est développé dans les cancers, j'en sais rien, du poumon, et on demande au laboratoire d'avoir un accès pour un cancer du côlon. Parfois, on arrive à avoir comme ça des autorisations compassionnelles, mais ça, c'est au cas par cas, et c'est en dehors des essais cliniques. Donc, c'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer, il faut se battre, il faut essayer avec son oncologue d'avoir accès à des médicaments s'il y a un rationnel pertinent pour le faire. ouais. Alors, on a beaucoup de questions sur les noms des molécules. Il y a Michel qui demande à quelle catégorie appartient le dostarlimab. On nous pose aussi la question du pembrolizumab. Alors, je le précise juste parce qu'on reçoit chez Rosep aussi énormément de questions comme ça. Donc, j'ai créé un petit lexique du cancer. Il vaut ce qu'il vaut. C'est juste que, voilà, en fait, je vous ai juste donné par nom de molécule à quelle classe il appartient, si c'est immunothérapie, thérapie ciblée. Chimiothérapie et je vous explique en une ligne son mode d'action. Voilà, on a eu pas mal de retours en nous disant oui, mais il n'y a pas les informations sur les effets secondaires. On n'est pas là, enfin, on va pas se substituer au Vidal. C'était juste pour répondre à vos questions. Voilà, voilà, on m'a donné cette molécule, je sais même pas à quelle classe elle appartient. Ouais. Voilà, je faisais une petite aparté. Donc le tostarlimab, c'est Anti-PD1, comme le pembrolizumab. un inhibiteur de checkpoint C'est deux laboratoires différents. Dostarlimab, c'est GlaxoSmithKline, GSK. Pembrolizumab, c'est Merck, le Merck américain, MSD. parce qu'il y a plusieurs Euh, médicaments qui ont différents noms mais qui ont les mêmes cibles, oui, les mêmes c'est ça. mécanismes d'action. C'est des molécules qui sont différentes en termes de séquence, qui reconnaissent la même cible Ouais. et qui sont développées par des laboratoires différents. Donc le nom de la molécule aussi est différent et le nom commercial est différent. Oui. Pour Oui, réaliser qu'on a toujours un nom commercial qui est différent du nom de la molécule. oui, alors ça, c'est pareil dans le lexique, je vous ai mis à la fois le nom commercial et le nom de la molécule pour que vous vous y retrouviez. Évidemment, ce lexique n'est pas exhaustif pour le moment, je le mets à jour à chaque fois qu'on nous envoie des mails, donc si votre médicament n'apparaît pas dans le lexique, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et puis je ferai la mise à jour de l'article. On a aussi pas mal de questions sur les effets secondaires de l'immunothérapie. Il y a Gladys notamment qui demande si quand c'est donné en même temps que l'immunothérapie, que la chimiothérapie, pardon, est-ce qu'on a plus d'effets secondaires?
Qu'est-ce qu'il y a Virginie qui demande si il y a des effets secondaires auto-immuns qui peuvent apparaître après l'arrêt de l'immunothérapie. Voilà. Est-ce qu'on peut repréciser un peu ça? Alors, donc quand on fait des combinaisons immuno-chimiothérapie, il y a en effet un risque d'avoir les deux en termes de toxicité. Donc, il faut être vigilant et ça complexifie un peu la vie pour les cliniciens de savoir sur une diarrhée, par exemple, est-ce que c'est une diarrhée induite par la chimio avec juste une toxicité sur le tube digestif ou est-ce que c'est une diarrhée auto-immune? Donc Mhm. là, il faut faire des explorations. Parfois, on va jusqu'à la coloscopie avec une biopsie pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et généralement, bah, on fait une pause sur le traitement, on évolue, on regarde comment ça évolue et on met des anti-inflammatoires pour le gérer. On peut avoir des toxicités qui sont retardées, c'est pour ça que nous on recommande toujours de- pour les patients qui ont reçu un anti-PD1, un anti-PDL1 et qui ont arrêté parce qu'ils ont progressé par exemple d'emblée, Mhm. il faut se rappeler qu'il y a eu de l'anti-PD1 en gros dans la première année. Au-delà de la première année, c'est rare qu'il y ait des toxicités. Mais la D'accord. première année qui suit l'exposition à ces médicaments, il faut toujours penser en cas de nouvelle tout nouveau symptôme doit faire penser à une toxicité potentiellement auto-immune. Il faut toujours D'accord. garder ça en tête. Donc, tout nouveau symptôme veut dire, est-ce que c'est pas en fait l'effet indésirable de l'immunothérapie que j'ai reçu il y a 6 mois, par exemple? Oui, ça c'est important parce que il arrive que les patientes n'aillent pas dans l'hôpital où elles sont traitées pour leur cancer, mais dans leur hôpital de ville et ils n'ont pas forcément Oui, ce genre de toxicité qui est assez oui. spécifique. C'est important qu'il faut bien rappeler en fait qu'est-ce qu'on a reçu comme médicament Ouais. et que ça peut être en effet Et, retardé. Ouais. D'accord. Moi, je voulais revenir sur la vacciноthérapie parce que donc il y a eu le congrès de l'ASCO là il y a pas très longtemps et on a vu apparaître des vaccins sur mesure, des vaccins individualisés. Personnalisé. Ouais. Et où là, on analysait en fait l'ADN de la tumeur pour identifier des néo-antigènes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette notion de néo-antigènes par rapport aux antigènes qu'on avait pu identifier, qui étaient juste surexprimés par la tumeur? Qu'est-ce que ça change, cette notion? Donc la différence, c'est que soit on a des antigènes, donc des protéines membranaires qui sont exprimées par la cellule cancéreuse, qui sont partagées par plein de cancers, et du coup elles sont un peu, voilà, elles sont partagées, donc elles sont fréquentes. Soit on part en fait de la cellule cancéreuse du patient qui a accumulé plein de mutations, mais qui a un profil mutationnel qui est propre au patient. C'est-à-dire que les mutations qui sont présentes, parfois elles sont partagées entre les patients, mais très souvent on a un profil qui est assez unique. Et du coup, l'idée, c'est de dire, bah, je vais faire une biopsie de la tumeur, je vais faire le séquençage de l'ADN des cellules cancéreuses, je vais identifier quelles sont les mutations propres au cancer du patient, et je vais faire un vaccin personnalisé, donc qui est propre au patient en fonction de ses mutations à lui. Vous voyez que ça prend quand même un peu de temps à préparer, donc c'est vraiment le positionnement qui est faisable dans le contexte des cancers localisés, après chirurgie, où on a un peu de temps et on fait le vaccin, du coup, généralement, on a besoin de 6 à 8 semaines pour faire le vaccin. Et donc, on est capable de faire un vaccin personnalisé, adapté aux patients dans ce contexte-là. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est propre aux patients. C'est un médicament pour chaque patient. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à développer. Là, on était déjà arrivé à la médecine un peu personnalisée avec les thérapies ciblées. Là, on est dans l'hyper-personnalisation. Oui, Je veux dire que vous parliez tout à l'heure du travail de l'anatomopathologiste qui marque les cellules sur le tissu. Ça veut dire qu'on pourrait aller pousser jusqu'à faire un séquençage de la tumeur dans l'avenir. oui, tout à fait. C'est ça l'idée. C'est qu'on préfère un séquençage pour chacun et avoir un profil mutationnel qui permettrait de faire des vaccins adaptés au profil mutationnel. Et donc, ce sera surtout aujourd'hui faisable, en tout cas en termes de délai rapidement, en contexte de cancer localisé après chirurgie. Oui. Et peut-être que demain, on arrivera à faire des choses un peu plus pour les patients avancés. Mais ça va coûter très cher de toute manière en termes de développement de médicaments parce que c'est personnalisé et chaque médicament est propre au patient. Mm, mm. Cela dit, ça rejoint aussi un peu l'approche des CAR-T-cells où on prenait aussi les cellules du patient qu'on manipulait Oui, euh, génétiquement. oui. Donc, j'ai l'impression qu'on tend de plus en plus à des traitements hyper personnalisés, mais qui sont aussi longs à mettre en place et coûteux. Tout à fait. Et ça, C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, parce que c'est l'aspect financier, j'en ai parlé tout à l'heure, et désolé d'insister là-dessus, mais c'est un élément de l'équation à prendre en considération, c'est-à-dire que la santé a un coût, c'est pas gratuit, on est habitué en France à avoir une prise en charge gratuite, mais en fait c'est payé par nos impôts, c'est pas gratuit, c'est juste que c'est financé autrement, et en fait ça coûte cher, c'est-à-dire que les médicaments, les carticelles, je vous disais tout à l'heure, une injection c'est plus de 300 000 euros en fait, donc c'est des médicaments qui coûtent très cher, et donc il y a un enjeu, alors plus les médicaments deviennent vieux, moins ils deviennent chers, parce que plus on est capable de les faire fabriquer de façon. Donc il y a tout le début de la vie du médicament, en tout cas, et coûte cher. Mhm, mhm.
En tout cas, on l'a vu, ce qui est plutôt rassurant, c'est que, vous l'avez dit, hein, la recherche s'accélère, on a de plus en plus d'outils à notre disposition. Est-ce que vous voulez conclure là-dessus, parce qu'on arrive au bout de l'heure qui nous était attribuée? Oui, donc en fait, la conclusion, c'est qu'il y a une diversité qui est inédite en termes de stratégie thérapeutique et que l'immunothérapie a en fait offert une plateforme versatile, c'est-à-dire qui est capable de faire plein de choses différentes. Euh, euh, et donc, on a du coup une innovation qui est très pointue avec ces approches de thérapie. Donc ça fait partie des bonnes nouvelles, je dirais. Après, ça prend du temps de développer tout ça. Or, quand on est malade, eh ben, on n'a pas le temps et on a besoin d'avoir des choses qui vont vite. Donc, mon conseil, c'est de ne pas hésiter à s'approcher des centres qui font des essais cliniques de phase 1, ou qui ont accès à ces nouveaux médicaments. Et si jamais on vous dit non, il n'y a pas d'essai clinique, eh ben, pas hésiter à revenir tous les mois, tous les 2 mois, parce qu'en fait, on a des essais cliniques en permanence qui ouvrent et qui ferment. Donc, il ne faut pas hésiter à insister Ouais. en disant, est-ce que vous n'avez pas un essai clinique pour moi? Parce que bah, voilà, j'ai eu ma première ligne, j'ai rechuté, là je suis en deuxième ligne. Il ne faut pas attendre trop tard. Il faut y aller le plus tôt possible. Oui. Donc, il faut aller tôt vers ces centres et votre oncologue doit être la personne qui fait le lien entre les deux en disant à votre oncologue, j'ai envie de savoir s'il n'y a pas un essai clinique auquel je serais éligible et de le faire tôt dans l'histoire de la maladie, parce que si jamais il n'y a pas d'essai clinique à une date T, bah, vous avez toujours une cartouche avec des centres de traitement conventionnels de type chimiothérapie. Vous pouvez revenir après en disant, bah, voilà, est-ce que maintenant il n'y a pas quelque chose qui arrive? Et comme ça va très vite, il ne faut pas hésiter à solliciter ces centres. Oui, Donc c'est d'ailleurs, tous les centres des grandes villes, quoi. Les grandes villes ont des centres de phase 1, donc Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille ont des essais cliniques. j'en profite aussi pour dire que, il y a des plateformes et des applications qui se sont mises en place Oui, pour faciliter aussi la recherche d'essais cliniques, où vous pouvez laisser vos critères, parce qu'évidemment, pour rentrer dans un essai clinique, il faut répondre à certains critères. Et pour certaines, elles vous envoient des notifications à vous ou à votre médecin quand il y a un essai clinique qui s'ouvre et qui peut vous correspondre. On a écrit un article dessus sur notre site internet. Je vous invite à le consulter. Voilà, on est arrivé au bout de l'heure qui nous était attribuée. Je vous remercie encore, professeur Marabel, pour votre présentation qui était très claire, et j'espère qu'on a répondu à toutes les questions des participantes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on essaiera d'y répondre. Merci encore. merci à vous. Bonne Bonne fin de journée. journée, à bientôt. Au revoir.